Vous êtes des rebelles, non? Sauve la rébellion! Sauve notre rêve! Tu te demandes ce que je fais, hein? Là, je suis en train de donner la force au réalisateur de Star Wars 8. Parce qu'après Rogue One, il va en avoir besoin, ce con. Putain, je peux te le dire. C'était hors norme. C'était hors norme. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou. Et là, putain, je suis ravi de vous retrouver pour parler de Rogue One, Star Wars Story, qui est sorti hier sur les écrans et qui a été une claque monstrueuse. On peut crier ou pas crier sur Star Wars épisode 7, mais quand on voit la fainéantise du scénario de Star Wars 7 et la manière dont ça a été mis en scène, et que là, finalement, même avec l'histoire de Rogue One, qui est une histoire que l'univers étendu connaît et que les gens qui sont fans de Star Wars connaissaient déjà quasiment par cœur, sur justement ce groupe, cette espèce de Suicide Squad à la Star Wars, si on veut, qui essaie justement d'aller sur Scarif pour récupérer les plans de l'étoile noire que Luke fera péter finalement dans l'épisode 4, quand on voit la manière dont Gareth Edwards a mis ça en scène, alors que finalement c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais le travail de précision au millimètre qu'il a mis dans ce film, ce service rendu à l'univers étendu de Star Wars, qui est donc tout ce qui se passe entre les épisodes 1, 2, 3 et 4, 5, 6, c'est monstrueux ce qu'il a réussi à faire, monstrueux. Alors forcément, on a quelques petits points noirs, hein, notamment, je crois, niveau scénaristique. La relation Erso Krennic, le rôle des Christo Kyber, le passif de Kerera, tout ça, on aurait pu l'approfondir un peu plus. Et je pense que l'essence du film, pour moi, elle est pas là. Je pense que c'est un film fait par des fans de l'univers étendu, si vous voulez, pour des fans de l'univers étendu. Et c'est ça qui est très fort, et qui se revoit finalement grâce à Gareth Edwards, grâce à ses scènes d'action, grâce aux scènes de combat, quelque chose d'assez mystique qui ressort de Rogue One. C'est un peu la rassera du coup pour J.J. Abrams et son Star Wars 7, hein, parce que finalement... Parce que oui, j'ai trouvé le film exceptionnel, après coup, et même devant le fait accompli en fait, parce qu'il regroupe énormément de choses, et au final Star Wars Rogue One, c'est quoi? C'est un petit peu de Star Wars Battlefront, c'est beaucoup d'univers étendus, c'est des parallèles avec la prélogie, pas étonnant que George Lucas ait aimé, puisque son bébé, la prélogie de la menace fantôme à la revanche des Sith, dans Rogue One, est vraiment pas mise en avant, mais n'est pas laissée de côté, on a quelques références dessus, et énormément évidemment de références à Star Wars épisode 4, hein, du début à la fin, pareil, hein, des petites références au millimètre que les connaisseurs verront, et que les moins connaisseurs apprécieront. Et plus encore que voilà, un bon film, c'est un respect hors norme pour l'univers de Star Wars en règle générale. Un respect que J.J. Abrams, même s'il l'avait, n'a pas trop montré à l'écran, malheureusement, en prenant beaucoup de ficelles de facilité sur Kylo Ren, le fils de Han Solo, sur voilà, on va reprendre les personnages de l'épisode 4, 5, 6, et on va s'asseoir un petit peu sur les essais lauriers là, pour se dire, écoute, le scénario, on va faire un remix du 4, c'est pas grave, de toute façon, on a Han Solo et Luke Skywalker à la fin, on s'en fout. On donne un parallèle parfait entre le 3 et le 4e, énormément de moments iconiques, avec la présence du Grand Moff Tarkin par exemple, avec évidemment la présence de Dark Vador que vous saviez déjà, on a la présence de Bail Organa aussi, qui est le père adoptif de Leia Organa, qu'on distingue un petit peu dans Star Wars épisode 2 et 3, donc vraiment la prélogie n'est pas laissée de côté, et puis on a énormément de moments iconiques, je veux dire, quand Dark Vador, j'avais prévenu que c'était une critique avec quelques spoilers, je spoil pas énormément mais il y a quand même quelques spoilers. Quand on retrouve pour la première fois Dark Vador, a priori on se retrouve sur Mustafar, mais quand tu n'as aucune idée en fait du film que tu regardes, et que tu vois toute fatalement en tant que fan de Star Wars, tu te retrouves sur Mustafar et tu te dis c'est logique. Et même si c'est pas le cas, ça pourrait être logique, finalement Vador, c'est là que tu le retrouves et tu te dis merde, putain mais quelle intelligence! Oui, d'accord, donc Dark Vador est véritablement né sur Mustafar, donc c'est un petit peu son sanctuaire finalement, là où il revient pour se ressourcer. C'est vachement bien trouvé, quoi. On peut même aller plus loin, à un moment donné, quand Jyn Erso, magnifique, comment qu'on dit déjà? Qu'est-ce qu'elle est belle! Ouais, voilà, c'est un peu ça, oui, je suis tombé amoureux du personnage de Jyn Erso, et quand on la voit sur la première planète où elle va voir Saw Gerrera, donc interprétée par Forest Whitaker, à un moment donné, c'est très court, mais elle va mettre un coup de coude contre deux créatures. Ça, il faut avoir l'œil, ce sont les deux créatures qui sont dans la cantina dans Star Wars épisode 4, et qui vont chercher l'embrouille avec Luke. Au moment où il rencontre Han Solo pour la première fois, Obi-Wan sort son sabre et tranche le bras d'une de ces deux créatures. Ce sont les deux mêmes. Bravo, enfin je veux dire, c'est tellement osé, c'est super cool quand tu connais le truc, mais en même temps c'est tellement subtil que
Voilà, c'est pas du fanservice à outrance où ça va te cramer à la gueule au bout de 10 minutes en disant putain il en fait un peu trop. C'est super subtil. Et ce film, Rogue One, est d'une subtilité, d'une intelligence folle. Je veux dire, quand on retrouve le Grand Moff Tarkin interprété par Peter Cushing, qui est mort depuis une paire d'années maintenant, qui était présent dans Star Wars 4, on le revoit dans Rogue One. Je sais pas qui est l'acteur qui a fait ça, ou si c'est en effet visuel ou quoi, mais le personnage est grimé exactement comme Peter Cushing. On jurerait Peter Cushing. C'est une espèce de, voilà, de respect. J'ai pas grand chose à dire de plus. On sent que Gareth Edwards, l'amour qu'il a pour la saga Star Wars, que malheureusement, oui, on retrouvait pas forcément dans Star Wars 7 où il y avait cette solution de facilité qui sautait aux yeux en sortant de la séance. Là, pour le coup, il réussit non seulement à s'émanciper du film, en prenant une histoire à part entière, avec de nouveaux personnages. Il y a une manière de filmer, une manière d'interpréter le film, sans beaucoup d'humour, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé, mais en même temps, les petites touches d'humour font mouche, et pas comme les Marvel, où on est obligé de se taper 15 vannes à la longue, parce que sinon, Trollolol, c'est pas Marvel, c'est pas Disney. Mais là, on oublie clairement que c'est un Disney. Et on en vient à se dire, en fait, finalement, Star Wars 7, c'est un bon Disney, Star Wars Rogue One, c'est un bon Star Wars, et c'est là tout le problème de Star Wars 7, même si les comparaisons sont vraiment difficiles, mais comme ils sont sortis à 2 années d'intervalle, on est obligé, finalement, d'y repenser à notre précédente aventure, hein, avec Han Solo et compagnie. Et d'un autre côté, en prenant tous ces aspects novateurs, il reprend aussi ce qui faisait de Star Wars une licence brillante, sans rien laisser au hasard, avec toujours les TIE-Fighters qui crachent l'air, avec l'étoile noire, avec sa construction. Mads Mikkelsen qui interprète d'ailleurs Galen Erso, qui est le créateur de cette étoile noire, l'un des créateurs de cette étoile noire, en tout cas un ingénieur, qui a un rôle beaucoup plus important qu'on peut le voir dans la bande-annonce, et qui est très bien d'ailleurs, toujours sobre finalement, mais très efficace dans sa manière de jouer Galen Erso. Et je le sentais venir pour un nom, Gareth Edwards, qui était le réalisateur de Monsters et de Godzilla, qui là, pour le coup, même s'il n'a pas beaucoup l'occasion de s'exprimer, je vais y revenir ensuite, de manière un petit peu poétique, puisque Gareth Edwards est un réalisateur qui est très poétique, qui met beaucoup de romantisme et de poésie dans ses films. On le voit par exemple dans Monsters, où on a vraiment un aspect, comment dire, qui sont les vrais méchants? Est-ce que ce sont les créatures qui se retrouvent là par hasard? Ou est-ce que ce sont les hommes qui, justement, traquent ces créatures? Et dans Godzilla, même si les mutos sont pas de première chasteté, il a quand même une patte pour montrer des créatures, voilà, presque en train de se reproduire, enfin, dans un aspect romantique où le mâle essaie de séduire la femelle, etc. C'est un moment presque doux dans un film qui ne l'est absolument pas. C'est le seul petit bémol du film, avec le fait qu'il est un petit peu loin à démarrer. J'aurais juste aimé retrouver une patte de Gareth Edwards, voilà, une espèce d'esthétique, même si la réalisation est très propre, hein, la caméra est bien en place, la photographie évidemment est sublime, et les décors évidemment sont très beaux, puisque ça a été tourné, comme je l'avais dit dans ma preview, dans 3 pays différents, et la plupart c'est en prise de vue réelle. Évidemment pas dans l'espace, on n'est pas con non plus. Pour vous donner un ordre d'idée, le seul truc négatif que je voulais dire à la base, c'était que je retrouvais pas assez de thèmes iconiques dans le film musicaux de la saga Star Wars. Les thèmes un petit peu emblématiques de l'Empire, de la Rébellion, etc. Sauf qu'au fur et à mesure que le film avance, on en retrouve, et puis finalement, est-ce que c'est un défaut d'appeler Michael Giacchino, qui est mon compositeur préféré, pour faire une composition originale, une musique originale qui s'éloigne des Star Wars, puisque Rogue One veut s'éloigner des Star Wars. Les thèmes de la rébellion, je pensais par exemple à Star Wars 6, ça dans les commentaires ci-dessous, vous me direz si vous avez trouvé, mais quand les rebelles arrivent sur Scarif pour lutter contre l'Empire dans Rogue One, ça m'a beaucoup rappelé les musiques qu'on retrouvait sur Endor, quand les rebelles justement essayaient de faire sauter la 2e étoile noire. Donc au final, les compositions se ressemblent, mais innovent et font quelque chose de plus. Et puis Michael Giacchino, évidemment, Jurassic World, Lost, Mission Impossible, vice-versa. Le mec, de toute façon, à chaque fois je vous en parle en disant c'est un compositeur de ouf. Du côté des personnages, j'ai beaucoup apprécié Jyn Erso, que j'ai trouvé toute mignonne, tout en sensualité à la Star Wars, donc évidemment être sensuelle sans être sensuelle, puisqu'on n'a pas vraiment le temps pour ça, mais vraiment une espèce d'émotion qui ressort de ce personnage-là, te dégage quelque chose qui te touche directement, et son, comment dire, ses retrouvailles avec Saw Gerrera, donc Forest Whitaker, qui a un rôle un petit peu amoindri, je pensais qu'on le verrait plus que ça. On sent lui aussi que c'est quelqu'un de très torturé, qui en a bouffé avec la guerre des clones, et qui là maintenant est à bout, il reste plus grand chose de lui. Son duo avec Jyn Erso, le peu de moments où on voit Saw Gerrera et Jyn Erso ensemble, c'est vraiment très très poignant. Un moment très intéressant d'ailleurs où il retrouve un pilote dans le film, et où il est obligé de respirer avec un masque de temps en temps, parce qu'on sent que le gars est à bout et à moitié robotique. Et en fait, dans le visage et dans le regard du pilote, au moment où lui respire pour la première fois, étant donné que le pilote est un ancien de l'Empire, on a l'impression qu'il retrouve Vador. Et c'est tout un tas de petits jeux de mise en scène qui sont vraiment bien trouvés. Dans les autres rôles importants, on notera le rôle de, bon, j'allais dire des 2 Asiatiques,
Ne m'en voulez pas, je ne me rappelle plus des noms. La force est avec moi, je fais corps avec la force. Voilà, c'est la phrase qu'il dit à peu près 47 fois, hein, à peu près dans le film. C'est eux qui apportent l'humour, et c'est ça qui est drôle, c'est que ces deux personnages-là, on ne les attend pas du tout dans un registre humoristique. Et finalement, c'est eux qui apportent les touches d'humour qui font le plus mouche. Et alors évidemment, parce qu'il faut que j'en parle. Faut que j'en parle, les gars. Et on le sent venir, en fait, au moment où on va voir Vador. Et on est comme ça, les frissons, allez, viens, viens, viens. Enfin, c'est tellement une icône. C'est tellement magique de revoir ce mec-là, mais de cette espèce de méchant, on l'a totalement dénoué de sentiments. C'est vrai que ça se passe entre le 3 et le 4. Donc finalement, la perte de Padmé est encore récente. La perte d'Anakin Skywalker est encore récente. Et là, on se rend compte, dans ce film Rogue One, encore une fois, respect par rapport à l'univers étendu, qu'on a en face de nous le Dark Vador qui a pulvérisé la moitié des Jedi restants, qui les a traqués, tous tués, ultra violents, et qui n'a aucune pitié de quoi que ce soit. Et la dernière scène, grand Dieu de Dark Vador, quand il sort son sabre et qu'il commence à tous les... C'est une scène, mais j'en ai des frissons rien que d'en parler, qu'on a tous voulu voir depuis des années et des années, je veux dire, hors film d'animation, hors Star Wars Clone Wars, etc., où on voyait un Vador déjà avec un sabre en train de traquer, même dans les comics, hein, puisqu'il y a des comics spécialisés sur Vador et sur sa traque contre les Jedi. Là, cette fois, on l'a au cinéma, quoi. Un Vador ultra fluide qui va massacrer les rebelles les uns après les autres, une scène poignante où tous les rebelles sont en train de hurler « Libérez-nous, libérez-nous !» Toute l'essence même du côté obscur et de Vador, en 1 minute chrono. Mais là, on peut oublier le Joker, etc. C'est rentrez chez vous, c'est Dark Vador, quoi. Dark Vador. Notez bien ce que je viens de dire, le Joker peut rentrer chez lui. C'est une phrase que je ne redirai jamais. Dark Vador, enfin, au sommet de son horreur, quoi. On nous avait prévenu qu'il serait beaucoup plus dur, etc. Et on le voit que sur 2 ou 3 scènes dans le film, c'est d'autant plus impressionnant, qui nous marque énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le Suicide Squad, tout le monde se plaignait que le Joker, on le voit pas assez. Là, Dark Vador, on doit le voir quoi, 5 minutes chrono. C'est largement suffisant vu ce qu'il fait devant la caméra. C'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Je vous incite énormément à y aller. L'année dernière, j'avais dû aller 2 ou 3 fois voir Star Wars épisode 7 pour vraiment essayer de l'apprécier, pour rentrer dans le film. Je suis déjà allé voir, au moment où je fais cette critique, 2 fois Star Wars Rogue One. La première fois, je l'ai trouvé un peu long à démarrer, mais sublime. La deuxième fois, je l'ai juste trouvé sublime. C'est un Star Wars différent. C'est une mission réussie. La mission de Rogue One, finalement, est réussie, puisque ça s'émancipe de l'univers Star Wars, ça s'émancipe des 6 autres épisodes, et en même temps, ça a eu un tel amour pour la saga de George Lucas, bien avant Disney, bien avant toutes les conneries qu'on peut nous mettre maintenant, mais au sens propre, la vraie saga, et tout ce que George Lucas a créé entre les deux. On a même, voilà, des références, comme je le disais, avec Saw Gerrera, Star Wars Rebelle, qui est une série animée, la redécouverte des AT-AT, des vaisseaux de l'Empire, de tout ce qui fait en fait Star Wars une saga, une fresque de science-fiction et fantastique hors norme. Tout est réuni pour que vous passiez 2 heures incroyables. Et la scène finale avec l'attaque des rebelles suicides sur la planète Scarif, c'est des frissons. C'est des frissons, tu ne sors pas de l'histoire. Tu es en osmose, en empathie avec tous les personnages. Je vous dis à la prochaine pour Assassin's Creed, qui j'espère sera bien aussi, ensuite Passenger. On a un mois de décembre un petit peu compliqué quand même, beaucoup de films, hein, mais bon, c'est ça qui est bon. Je vous fais un bisou les gars, et que la force soit avec vous, putain.